Bienvenue à Planète Terre. Très heureux, comme toujours, de vous accueillir pour un autre 30 minutes pour décrypter l'actualité internationale. Au menu cette semaine, surprise en Europe, les Suisses disent non à l'immigration de masse et corruption dans les démocraties occidentales. Quand on se compare, on se console. 12 ans après avoir ouvert leurs frontières à la libre circulation des personnes avec l'Europe, les Suisses sont revenus sur leur décision le 9 février dernier en disant non à l'immigration de masse. Les électeurs ont approuvé à 50,3 % l'initiative populaire du Parti conservateur UDC, l'Union démocratique du Centre, pour contrer l'immigration de masse avec un taux de participation de 56 %. Donc, le petit pays qui ne fait pas partie de l'Union européenne ni de la zone euro, je vous le rappelle, compte 8 millions d'habitants, mais 23,5 % d'étrangers sur son territoire. C'est un chiffre très élevé si on le compare avec les autres démocraties et les autres pays occidentaux. Mais dans ce cas-ci, ce n'est peut-être pas l'immigration à laquelle vous pensez qui est visée, c'est plutôt l'immigration riche et éduquée venue d'Italie et d'Allemagne qui est dans le collimateur et qu'on veut ralentir. Donc, pour élucider ce mystère apparent, je reçois aujourd'hui Frédéric Mérand, professeur de sciences politiques et directeur du Cerium. Bonjour, Frédéric. Bonjour. Et Barbara Thériault, qui est professeure de sociologie. Bonjour. Bonjour, Jean-Frédéric. Donc, pour épaissir le mystère, je rappelle aussi que le taux de chômage en Suisse est à peu près de 3,5 %. Donc, on ne peut pas soupçonner que les immigrants viennent voler des emplois, comme on entend parfois dans les débats sur l'immigration. Donc, Frédéric, quelles étaient cette fois-ci les raisons de l'UDC pour soumettre cette initiative populaire-là au vote? La raison que ce parti a mis de l'avant, c'était essentiellement que l'immigration des 10 dernières années a été beaucoup plus élevée que ce qui avait été attendu, ce qui avait été annoncé lorsque les accords ont été signés avec l'Union européenne. À l'époque, on parlait d'environ 8 000 immigrants par année. Aujourd'hui, on est plutôt autour de 80 000. Donc ça, c'était l'argument officiel, si vous voulez. Donc, à l'espace de 10 ans, l'immigration a explosé, là. Exploser, le terme très fort, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de liberté de circulation des travailleurs. C'était principalement l'objectif de cette entente. Il y a aussi beaucoup de Suisses qui sont allés travailler dans le reste de l'Union européenne. Donc, ça a augmenté, c'est vrai, mais c'est pas non plus... la population d'origine étrangère sur le territoire suisse a augmenté de 3 % environ en 10 ans. Donc, c'est pas non plus... Il y avait déjà une immigration des étrangers présents en masse sur le territoire suisse. C'est-à-dire que la Suisse est un pays qui est enclavé en Europe, donc il y a des voisins très proches, l'Italie, l'Allemagne, la France, l'Autriche, et il y a effectivement toujours eu beaucoup de travailleurs qui vont travailler à Genève, à Zurich ou dans le Tessin, parce que c'est seulement à quelques kilomètres. Donc, et puis, si les salaires sont plus élevés en Suisse, comme c'est le cas actuellement, que le taux de chômage est plus faible que dans des pays comme l'Italie ou la France, évidemment, c'est très attirant pour les travailleurs de ces pays-là. Ici, ça peut être beaucoup, 23,5 % d'étrangers, c'est que ces gens-là n'obtiennent que très difficilement la nationalité. On parle de 2 % depuis 2012 de tous les étrangers qui ont obtenu la nationalité. Donc, c'est des gens qui sont là souvent depuis plusieurs générations et que, pour nous, seraient considérés comme Suisses, mais pour ceux qui se considèrent Suisses, ne sont pas Suisses. Non. Donc, il y a une division là, en Suisse. Comment s'opère cette division-là, Barbara? Il y a une division entre la Suisse alémanique et romande. On trouve la majorité beaucoup plus forte du côté alémanique, sauf si on enlève Zurich. Il y a donc aussi un clivage campagne rural citadin qui se laisse montrer assez bien. Hein? Oui, donc c'est sûr que le clivage ville-campagne a été très, très fort. Donc, la plupart des villes ont voté contre l'initiative populaire, c'est-à-dire ne veulent pas limiter l'immigration, alors que ce sont souvent les campagnes où il y a moins d'immigrants, où le vote en faveur de cette initiative pour limiter l'immigration a été le plus fort. Ce qu'on observe en général, c'est un phénomène qui a été bien étudié par les politologues, notamment des politologues suisses comme Hans-Peter Krisi et Romain Lachant, qui montrent que de plus en plus, le clivage politique important en Europe occidentale, c'est moins le clivage entre la droite et la gauche que le clivage entre les populations qui sont ouvertes à la mondialisation, à l'intégration, qui peuvent être autant des élites libérales, donc il y a des cantons très économiquement libéraux comme Zug qui ont voté contre l'initiative, ou des populations plus à gauche, mais urbaines, qui votent aussi contre l'initiative. Et face à eux se retrouvent des gens qui sont mal à l'aise avec l'ouverture, mal à l'aise avec la mondialisation. Ça peut être autant des travailleurs que des paysans qui, par exemple, sont plutôt conservateurs de manière très... Mais est-ce que la dynamique, disons, migratoire est la même entre
entre la Suisse romande, qui a 30 de la population, je crois, et la Suisse alémanique, qui a 70 de la population. Est-ce qu'il y a une différence quand même de dynamique? Parce qu'il y a quand même ce clivage-là, néanmoins, entre les deux Suisses, si on veut. Pas tellement. La Suisse romande, c'est à peu près 20 de la population, parce qu'il y a aussi les italophones. Mais il n'y a pas de grande différence. C'est-à-dire que l'immigration est beaucoup vécue dans les grands centres urbains, à une exception qui est peut-être le Tessin, qui est le canton italophone au sud de la Suisse, où il y a effectivement beaucoup d'Italiens qui, à la faveur de la crise, sont venus s'établir. Mm-hmm. Parce qu'enfin, on rapportait, par exemple, que dans le cas de la Suisse romande, la Suisse francophone, les immigrants qui arrivaient là étaient complémentaires, occupaient des emplois parfois un peu moins prestigieux, étaient plus bas dans la hiérarchie, tandis que du côté alémanique, on avait une dynamique différente. C'était souvent des immigrants plus riches qui étaient plus dans la hiérarchie, que ça créait un certain ressentiment. Donc, c'est faux, selon vous, Barbara? Du côté alémanique, c'est tout à fait vrai. Si on regarde les universités, il y a beaucoup de professeurs qui viennent de l'Allemagne. Aussi parce que les Suisses ont... Peu de Suisses font un doctorat. C'est difficile de trouver aussi des candidats. Oui, parce qu'ils trouvent tout de suite du travail. Ils ne valorisent pas nécessairement le doctorat. Donc, on a beaucoup de professeurs allemands et à chaque fois, il y a une espèce de ressentiment. C'est ce que les collègues nous disent, d'employer encore une fois un Allemand dans une université suisse. D'accord. Il faut ajouter peut-être aussi que la Suisse est le pays qui, par rapport à la population, accueille le plus de multinationales dans le monde. Il y a énormément de sièges sociaux à Genève, à Bâle ou à Zurich de multinationales étrangères. Et donc, ces multinationales ont besoin de beaucoup de personnel qui vient de l'étranger, souvent très qualifié. Les professeurs d'université, c'est vrai, mais il y a aussi les médecins, les cadres dans la banque, évidemment, sont souvent d'origine étrangère. Et donc, ceux qui ont le plus à perdre avec ce résultat en ce moment, je dirais que ce sont probablement ces grandes entreprises qui vont avoir plus de difficultés à attirer du personnel étranger, malgré des salaires très élevés. Quand même, je dirais qu'on revienne. Je disais en introduction que c'était surtout une immigration qui venait d'Allemagne et de France, mais est-ce que c'est le cas, effectivement, cette immigration? Est-ce que ce que vise l'initiative populaire, c'est véritablement ça, ou il y a aussi derrière ça des enjeux là, liés à l'immigration plus traditionnelle des pays plus pauvres, des pays... Bien là, je pense que l'ouverture des frontières en Bulgarie, en Roumanie, fait vraiment peur, pas juste en Suisse, là, en Allemagne aussi, dans d'autres pays européens, mais en Suisse particulièrement. Si on regarde les affiches publicitaires de la campagne et des campagnes précédentes sur les criminels, Ivan S., violeur, devrait-il devenir suisse, ou Farouk, meurtrier, devrait-il devenir suisse? C'est affiché publiquement. Oui, Detlef, l'Allemand pédophile, devrait-il devenir suisse? Ah oui, c'est cru. On joue avec ces images, oui. On craint maintenant un effet domino sur l'Europe. On craint que ce ressac, en fait ce recul, si on veut, là, dans le mouvement vers l'ouverture des frontières, essaime à travers l'Europe. Est-ce que c'est fondé? Est-ce qu'on peut effectivement craindre un resserrement des frontières à l'avenir, une onde de choc dans le reste de l'Europe, Barbara? On a déjà fermé ce matin les frontières pour les Croates. La libre circulation a été mise sur la glace du côté de la Croatie. Je ne pense pas, je ne suis pas une spécialiste de l'Union européenne, mais je pense qu'il y a si on faisait le même type d'initiative populaire dans d'autres pays, en Allemagne, on a fait un sondage au cours des derniers jours, ce serait à peu près le même résultat, mais comme on n'a pas d'initiative populaire ou de référendum comme on en a en Suisse, je ne pense pas qu'on va se rendre à ce... Les institutions européennes sont bien implantées. Il y a un pays dans lequel c'est vraiment à l'agenda en ce moment, c'est le Royaume-Uni. Donc, le gouvernement britannique a dit que oui, il avait l'intention de restreindre l'immigration des ressortissants issus notamment des pays d'Europe de l'Est. Il faut voir que c'est un principe qui est peut-être mal compris parfois ici, mais au sein de l'Union européenne, en principe, n'importe quel citoyen d'un pays membre de l'Union européenne peut aller vivre et travailler n'importe où ailleurs sans avoir à traverser une épreuve d'immigration ou l'obtention d'un permis de travail très compliqué. Visa, oui. Et donc, là, ce que la Suisse menace comme exemple, finalement, c'est que d'autres pays s'en inspirent en disant, bien, si les Suisses le font, nous aussi, on voudrait le faire. Et les Britanniques ont dit qu'ils étaient prêts à le faire. Donc, ce qui inquiète beaucoup la Commission européenne, c'est justement ça, que l'initiative en Suisse fasse tache d'huile, d'une certaine manière, que d'autres pays s'en revendiquent. Pour terminer, là, on va instaurer des quotas. C'est inclus dans l'initiative populaire à l'immigration. Mais on n'a pas déterminé encore le quota. Donc, il y a des débats pour les 3 prochaines années. On a une échéance de 3 ans qui vont se poursuivre. Donc, on doit suivre ça dans les 3 prochaines années. Ça sera un débat peut-être houleux, n'est-ce pas, en Suisse, Frédéric? D'abord, il faut voir qu'une initiative, ce qui est particulier en Suisse, c'est que ça va être inscrit dans la Constitution. Donc, c'est un principe général qui va être inscrit dans la Constitution suisse de limitation de l'immigration de masse. C'est le gouvernement qui va devoir transformer ça en propositions concrètes
avec un chiffre, mais du côté européen, en ce moment, ce que l'Union européenne est en train de dire aux Suisses, c'est faites attention parce que si vous faites ça, nous, on va supprimer tous les autres accords avec vous également, ou en tout cas certains d'entre eux, notamment les subventions à la recherche, la possibilité d'exportation en Europe, etc. Et donc, l'enjeu, ça va être vraiment entre Berne et Bruxelles à de nombreux égards. D'accord. Merci beaucoup, Barbara et Frédéric, d'avoir été avec nous. Plus d'1 an et demi déjà que la commission Charbonneau au Québec nous sert révélation après révélation sur les stratagèmes de corruption dans l'octroi de contrats publics dans l'industrie de la construction au Québec. Or, si l'on prend le Canada dans son ensemble, puisqu'on ne peut pas faire de comparaison entre le Québec et le reste du monde, il n'y a pas de mesures officielles, le pays fait plutôt bonne figure parmi les démocraties occidentales, selon l'ONG Transparency International, dirigée d'ailleurs par la Canadienne Huguette Labelle. Le Canada a un indice de corruption faible, comme la Suisse et la Suède, par exemple. Viennent ensuite les pays moyennement corrompus, comme les États-Unis, la France et l'Allemagne, puis ceux dont le niveau de corruption est dit élevé, comme l'Espagne, l'Italie et la Grèce. Donc, quand on se compare, est-ce qu'on peut se consoler? Je pose la question aujourd'hui à 2 professeurs de sciences politiques de l'Université de Montréal, Denis Saint-Martin, bonjour. Bonjour. Et Fabien Desage, bonjour Fabien. Bonjour. Donc, rassurez-vous, je ne vous poserai pas la question à savoir si le Québec est la province la plus corrompue au Canada. C'est une émission d'affaires internationales. Mais néanmoins, la Commission européenne, par exemple, vient d'indiquer que la corruption coûterait 180 milliards de dollars par année aux contribuables européens. C'est 1 % du PIB de l'Europe. Donc, des histoires de corruption à l'étranger et en Europe, en l'occurrence ici, il y en a, n'est-ce pas, Fabien? Alors tout à fait, on peut dire que les dernières décennies sont émaillées de grands scandales, de scandales retentissants, d'affaires de corruption retentissantes. Il faut faire attention néanmoins en nommant ces scandales. On connaît tous les scandales liés notamment au gouvernement Berlusconi en Italie. On connaît effectivement l'affaire Carracci qui a connu non pas des rebondissements, mais les juges d'instruction en France viennent de rendre leur rapport, le résultat de leur enquête, qui est une enquête de 20 ans. Mais ces scandales... Qui était sur quel est l'objet? L'affaire Carracci, en fait, c'est une affaire en 2 temps. La première affaire commence au milieu des années 90, lors de l'élection présidentielle, par un financement occulte de la campagne d'un des candidats, à l'époque Édouard Balladur, lié à des ventes d'armes. Et on pourrait dire qu'elle connaît un second temps très retentissant au début des années 2000, puisque le 8 mai 2002 survient un attentat à Karachi au Pakistan, qui tue 13 ingénieurs français de la direction des chantiers, donc de la construction navale, qui fabriquaient ces sous-marins qui étaient vendus au Pakistan. Il se trouve que l'enquête lie notamment les 2 choses, c'est-à-dire qu'au départ, cet attentat qui avait été attribué à Al-Qaïda, qui était le coupable tout désigné, finalement, les enquêteurs ont montré que peut-être des commissions n'avaient pas été versées et que l'attentat était une mesure de rétorsion, une mesure de rétorsion face à ces commissions qui n'avaient pas été perçues, notamment au Pakistan. Donc on voit qu'il y a ces grandes affaires. Mais peut-être je dirais que ces grandes affaires ne doivent pas occulter la multitude des pratiques. Sans mauvais jeu de mots, la corruption, c'est un mot valise, et donc dans lequel sont incluses beaucoup de pratiques, des pratiques liées qui peuvent être du favoritisme, qui peuvent être des pots de vin, comme on l'imagine, qui peuvent impliquer des secteurs économiques extrêmement variés. Donc une des difficultés, probablement d'ailleurs, avec ces critères, avec ces indices, c'est qu'ils renvoient à des pratiques extrêmement différentes. Ce qu'elles ont en commun, parce que Transparency International, qui est l'ONG qui a mis la corruption à l'agenda en développant des mesures de perception, c'est que leur définition part du abus du pouvoir public à des fins privées, ce qui semble une définition tout à fait facile, mais la question est que chaque société conçoit l'abus très différemment. Et évidemment, donc, ça va référer à des notions de justice, etc. Donc, tout ça pour dire qu'en effet, la corruption, on le reconnaît, elle est universelle. C'est la règle plutôt que l'exception, et on voit bien à travers les mesures de transparency, comme vous disiez, il y a les premiers de classe, il y a les
les élèves moyens, comme la France, les États-Unis ou l'Allemagne. Donc, ce sont des petites différences entre les premiers de classe et les moyens, mais ce sont des petites différences qui comptent énormément quand même. Moi, par exemple, on pourrait parler des États-Unis. Bon, tu parlais de l'affaire Karachi. Ça, c'est un type de corruption très propre à la France qui va souvent impliquer des officiels de l'État au plus haut niveau. En France, on peut dire que le scandale financier de 2007-2008 est un scandale de corruption. Le mouvement Occupy Wall Street était une dénonciation de la corruption, c'est-à-dire aux États-Unis, on parle de capture des institutions, c'est-à-dire des lobbyistes et des intérêts économiques privés contrôlent les organismes de réglementation de leur secteur de l'économie, comme la Securities and Exchange Commission, qui est en effet, c'était tous des anciens de Wall Street qui sont là, et on voit maintenant qu'il y a plusieurs poursuites qui ont été prises devant les tribunaux pour des délits d'initiés chez justement des gens au sein de la Securities and Exchange Commission. Donc, aux États-Unis, la corruption, ça va être surtout les lobbying qui font la passerelle entre le gouvernement et l'industrie économique privée. Et ça, on voit que c'est le paradigme de la corruption aux États-Unis. Donc, chaque société a de la corruption, mais ses institutions, son histoire, sa culture vont la malayer d'une façon différente, si vous voulez. Bien justement, on parle de la Scandinavie, par exemple. Toujours comme l'exemple, l'élève modèle, si on veut, où le taux de corruption serait très faible. Et là, on tombe dans l'Europe méridionale, ensuite, là, Espagne, Italie, Grèce, où là, les niveaux de corruption seraient beaucoup plus élevés. Comment expliquer, par exemple, dans le cas scandinave, qu'on ait des taux si faibles? Alors peut-être, déjà aussi, c'est important, j'insiste là-dessus, mais il faut revenir à la manière dont sont construits aussi un petit peu ces indices de corruption. Comment Transparency International évalue le degré de corruption? Ce sont les milieux d'affaires qui sont sondés, et ce sont les milieux d'affaires qui se prononcent sur la corruption politique, sur la corruption notamment des fonctionnaires et sur la corruption des élus. C'est leur perception. C'est leur perception. Donc déjà, effectivement, on est bien dans de la perception. On n'a pas de détection de la corruption par définition. Objectif, ce n'est pas hors de tout doute, neutre, objectif. Oui, puis ça vient qualifier des pratiques qui sont secrètes, qui sont souvent protégées par la discrétion, par le secret. Et surtout, c'est un point important, qui ne tiennent pas compte des entreprises, la plupart du temps, et des acteurs économiques. Pour qu'il y ait corruption, il faut qu'il y ait des corrompus, mais il faut aussi qu'il y ait des corrupteurs. Ouais. Et là, en l'occurrence, on demande plutôt aux acteurs économiques de se prononcer sur l'état des corrompus. Mais ce qui rend quand même leurs mesures assez solides, c'est que même les sondages auprès des masses, parce que Fabien a tout à fait raison, les sondages de perception de Transparency sont faits auprès des élites économiques, leur perception de la corruption dans l'économie, alors que les sondages auprès des masses révèlent des patterns très convergents à ceux des élites. Donc, il y a quand même une certaine objectivité, si vous voulez. Et pourquoi la Suède est en premier? Certains diraient, d'abord, c'est eux qui ont inventé l'institution de l'ombudsman. Et ça, on sait que c'est un outil de transparence majeur. Donc, la transparence doit faire partie des bonnes recettes, numéro 1. Numéro 2, ce sont les sociétés les moins inégales aussi. Et donc, on sait aussi que plus les sociétés sont inégales sur le plan socio-économique et politique, plus elles sont corrompues. Et on peut dire que la corruption, c'est une taxe illégale qui est imposée par des intérêts économiques organisés sur le reste de la société, parce qu'on voit bien que les sociétés les plus corrompues sont, on sait justement, qui sont dans des cercles vicieux d'inégalité. J'ajouterais aussi à ça l'importance du pluralisme politique. C'est-à-dire, on se rend compte effectivement aussi que dans des sociétés où, en quelque sorte, il y a une confusion très grande des élites, des élites politiques, des élites économiques, les collusions sont beaucoup plus évidentes, et aussi on a une grande difficulté à trouver les tireurs d'alarme, à trouver des acteurs qui auraient intérêt à dénoncer des pratiques. Il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de corruption sans scandale de corruption. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, il faut qu'il y ait un scandale, et il faut s'intéresser à la manière dont émerge un scandale de corruption. Et souvent, il y a des acteurs, les magistrats en Italie, des journalistes, les médias, qui participent et qui font sortir. Et c'est d'ailleurs un des points intéressants, c'est que la plupart des scandales, des grands scandales de corruption dont on parle, n'ont pas été détectés par des instances qui avaient été officiellement construites pour les détecter. Ce n'est pas en général les gendarmes ou les autorités de contrôle, mais c'est les acteurs externes. Mais en même temps, il faut faire attention, parce que les États-Unis sont le pays
qui sont dotés le plus d'outils de lutte à la corruption les plus sévères au monde. Et pourtant, les États-Unis sont toujours au 20e rang. Donc, ce n'est pas seulement les lois formelles, les règles formelles des gouvernements qui garantissent un gouvernement plus ou moins corrompu, parce que les Scandinaves ont moins de lois pour lutter contre la corruption que les Américains. Et pourtant, ils en ont moins. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est que les économistes nous disent toujours, c'est facile la cause de la corruption, big government. Ce sont des gros gouvernements avec des bureaucrates et des politiciens qui distribuent des enveloppes pour se faire élire. Alors que les pays scandinaves, les plus gros gouvernements du monde industrialisé, les moins corrompus. Donc, encore une fois, au niveau des recettes, on marche sur des œufs. On peut peut-être aussi ajouter un point intéressant qui est rarement mentionné, c'est sur la différenciation entre ce qui se passe à l'intérieur de nos sociétés et la contribution d'acteurs économiques ou politiques à la corruption ailleurs. Et c'est là peut-être aussi d'ailleurs où on peut remettre en cause la différence. Le Danemark, par exemple, qui est le meilleur élève du classement de Transparency International. Qu'on compte parmi les pays scandinaves. Qu'on compte parmi qui est un pays scandinave. Récemment, un rapport de l'OCDE a enjoint le Danemark à être plus transparent sur les pratiques de ses entreprises à l'étranger. Sous-entendu, voilà, on acceptait à l'étranger d'avoir des pratiques pour gagner des marchés au nom de la concurrence internationale qu'on n'acceptait pas chez soi. Je pense que là, le lien notamment aussi avec le Québec ou avec le Canada peut être intéressant. Tu as un bon point, Fabien, parce que la recette, c'est la transparence. Mais la transparence à tout prix, comme le promouvoit Transparency International, ça, c'est incertain. Parce qu'on sait que la transparence des gouvernements, depuis 40 ans, est reliée à la baisse de confiance des citoyens dans les gouvernements. C'est-à-dire que c'est la logique de la saucisse. Plus on sait comment elle est faite, moins on en mange. Et les gouvernements sont devenus plus transparents et les citoyens plus méfiants. Donc, la transparence, c'est une arme à double tranchant dans la lutte à la corruption. On sait qu'elle est nécessaire, mais elle peut aussi générer la méfiance, dépendamment de comment les acteurs politiques utilisent cette transparence. Bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était vraiment passionnant et on continue avec la commission Charbonneau et toutes les autres aussi à l'étranger. On continue à suivre ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. On approche de la fin de l'émission. C'est maintenant l'heure des informations méconnues. Qu'avez-vous à nous apprendre cette semaine? Je commence avec vous, Fabien. Alors, je voulais revenir sur une information qui n'est pas passée inaperçue, mais quand même qui n'a pas été tellement commentée. C'est l'annonce du maire Coder d'une réflexion autour de l'installation de caméras de vidéosurveillance à Montréal, notamment dans les quartiers centraux qui en sont déjà dotés, suite à des agressions de rue ou aussi des propos homophobes qui ont pu être tenus. Ça a été présenté comme une solution, en tout cas miracle, ou une solution à étudier. Alors, c'est assez intéressant parce que ça aboutit finalement à mettre Montréal dans la tendance des grandes villes mondiales. Effectivement, on estime qu'il y a 500 000 caméras de surveillance à Londres. Paris vient d'investir plusieurs centaines de millions d'euros pour installer ces caméras de vidéosurveillance. Et ça m'a amené à soulever un petit paradoxe assez intéressant et en même temps édifiant. C'est que précisément, l'ensemble des études dont on dispose aujourd'hui, et notamment des études récentes qui ont été faites par 2 chercheurs américains qui ont traité une quarantaine d'études en Angleterre aux États-Unis, montrent que la vidéosurveillance ne réduit pas la criminalité. Elle ne réduit même pas véritablement le taux d'élucidation, puisque on estime à même notamment... A posteriori, alors sur des cas de crimes extrêmement graves. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on voit bien que ce qui est ciblé là, dans la politique de mise en place de caméras, c'est pas la lutte contre les attentats, c'est pas même la lutte contre la criminalité. Je rappellerai au passage que les derniers homicides qui ont été produits dans le quartier ont été produits, en l'occurrence, dans le cadre d'intervention du SPVM sur des itinérants. Donc, on est dans de l'agression verbale. On peut comprendre assez facilement pourquoi les caméras de vidéosurveillance rendront très difficile en fait l'élucidation, parce qu'en l'occurrence on n'aura pas d'enregistrement de ce qui s'est passé. On voit bien que le travail des policiers est très très compliqué de partir à partir d'images de rue pour retracer ou enclencher des procédures. Donc ça donne quelque chose qu'on connaît assez bien en sciences politiques, c'est que parfois en politique publique on n'est pas une solution, n'est pas la réponse à un problème, mais on a plutôt une solution préexistante, ici les caméras de surveillance, qui va chercher ces problèmes. On voit bien que cette solution elle est devenue courante, elle vient directement à l'esprit des élus. Parfois aussi parce que c'est plus compliqué d'agir sur les causes, agir sur l'homophobie, agir sur les effets de la consommation d'alcool dans des rues de centre-ville. Ça pose des vraies questions de société. Comme quoi la science politique peut être très utile. Merci. Barbara? Oui.
J'aimerais rejoindre un peu le thème de la Suisse de tout à l'heure dans un certain sens et voir cet amalgame qu'on peut faire qu'on fait entre questions de sécurité et ceux qu'on appelle les étrangers. Oui. Et il ne s'agit pas c'est un fait d'actualité à très long terme, puisque je vais vous parler de quelque chose qui a commencé en 1998 et qui va durer au moins jusqu'en 2014. Il s'agit d'un procès qui s'est ouvert en mai 2013 à Munich, donc en Allemagne, et qui met en scène 5 personnes accusées de meurtre. C'est 5 personnes qui sont membres d'une cellule terroriste qu'on appelle la NSU, la Nationalsozialistische Untergrund, la clandestinité nationale socialiste. Et donc, c'est 5 personnes qui sont accusées de vol, mais surtout de 10 meurtres et d'attentats. 10 meurtres dont une policière a été la victime, mais dont 9 personnes d'origine post-migratoire, principalement d'origine turque, ont été les victimes. Et ce qui est fascinant et choquant dans ce procès qui va durer jusqu'à la fin 2014 au moins, c'est que le procès montre à quel point les autorités policières et les services de renseignement n'avaient rien vu. Donc, on a affaire avec un groupe d'extrême droite, une cellule allemande, et on a cherché partout. Il y avait des indices qui menaient très clairement vers la piste de l'extrême droite. Les victimes parlaient d'extrême droite, mais pour les policiers, on n'a juste rien vu, en partie parce que les indices ne semblaient pas plausibles, ne cadraient pas bien avec l'image qu'on avait des crimes et de l'extrême droite. Et donc, le procès met tout ça en lumière. Et maintenant, il y a une commission d'enquête qui a fait tout un rapport, qui essaie de comprendre les raisons, les fondements, et puis de faire des recommandations. Mais qu'est-ce qui est intéressant pour moi d'un point de vue des sciences sociales à l'Université de Montréal, c'est de voir, pour nous, comment tout le travail de sociologues et d'historiens qui vont voir comment on pouvait passer à côté de quelque chose qui était devant nous, devant les yeux, tellement flagrant, et de comprendre comment on peut recadrer le problème pour voir ce qui s'est passé, comment quelque chose pouvait se passer. Oui, fascinant et choquant, en effet. Fabien Desage, Barbara Thériault, merci beaucoup d'avoir été avec nous et au plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Et quant à vous, mesdames et messieurs, merci également d'avoir été des nôtres. Et je vous laisse cette semaine sur une recommandation de lecture de Denis Saint-Martin sur la corruption aux États-Unis. Ça s'intitule « Affluence and Influence, Economic Inequality and Political Power in America ». C'est de Martin Gillens. Et je vous invite, comme à l'habitude, à nous retrouver mardi prochain sur le web et à 21h, mercredi, sur le canal Savoir et sur Twitter également avec le mot-clic PTER. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.